Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce mercredi 4 novembre en Afrique de l'Ouest. C'est la consternation au sein des organisations de presse du Togo depuis que le Parlement togolais a adopté un nouveau code pénal. Parmi les dispositions qui interpellent, il y a surtout l'introduction de certains articles qui parlent des peines privatives de liberté en cas de délit de presse. Composé de 1205 articles, le nouveau code pénal du Togo énonce par exemple en son article 497 que, je cite, « la publication, la diffusion ou la reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque faites de mauvaise foi, elle trouble la paix publique ou est susceptible de la troubler, est punie d'une amende d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines. » Fin de citation. Cette nouvelle loi est vivement contestée évidemment par les organisations de presse du Togo. Écoutez, le secrétaire général du syndicat des journalistes indépendants du pays, il est suivi d'un journaliste militant pour les droits de l'homme et ils sont au micro de Noël Tadénion. Très sincèrement, cet article 497 qui fait partie du nouveau code pénal du Togo suscite en moi de l'indignation. Est-ce que c'est ce que le chef de l'État Faure Gnassingbé a besoin, c'est ce dont il a besoin aujourd'hui pour la démocratisation qu'il essaie de cultiver pour le pays? Est-ce que c'est de ça qu'il a besoin aujourd'hui pour faire avancer le Togo, quand on sait qu'il y a plein de projets pour lesquels le Togo fait aujourd'hui de lobbying, prenant en compte la liberté de la presse pour continuer de travailler dans le sens du développement du pays? Je ne pense pas que les partenaires du Togo doivent accepter ça. Il faut qu'ils retirent tout simplement cet article 497 du code pénal qui fait entorse à la liberté de la presse dans notre pays. Nous sommes scandalisés, nous sommes choqués au niveau de la presse de ce recul spectaculaire du gouvernement togolais, parce que nous pensions être dans une logique d'état de droit, de démocratie, où le Togo pourrait gagner des points à travers les partenaires avec les différents programmes de Million Challenge Raconte, avec l'organisation du sommet de l'UPF, avec les évaluations qui se font par les institutions et par des partenaires. Et la liberté de presse est un gage de toutes ces initiatives et de toutes ces évaluations. Nous venons que c'est avec regret que nous constatons que le gouvernement togolais vient encore tomber dans l'escalade de l'atteinte à la liberté de presse de façon aussi grave. Je ne sais pas dans quel état de droit nous sommes, je ne sais pas quel état de droit nous cultivons, alors que le Togo est en train de siéger à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Il y a seulement une semaine, on prend des dispositions qui vont à l'encontre des instruments internationaux en matière de liberté, en matière des droits de l'homme. C'est un recul suicidaire pour la démocratie togolaise. Nous allons nous mobiliser pour faire échec à ces cavaliers de la prédation de la presse au Togo. L'état civil en question au Cameroun. Depuis lundi se tient à Yaoundé un atelier de formation, atelier pour les experts francophones et sur le programme africain pour l'amélioration accélérée des systèmes d'enregistrement des faits et des statistiques de l'état civil. Cet atelier en question se clôturera le 6 novembre prochain. De nombreuses autorités camerounaises étaient présentes déjà à l'occasion de la journée d'ouverture de lundi et parmi elles, il y avait notamment le ministre de la Communication camerounais. Quant à la journée d'hier mardi, eh bien, elle avait mis à l'ordre du jour le rôle des institutions de santé dans cet enregistrement des faits d'état civil. Écoutez cette déclaration d'une participante burkinabé qui répondait au micro de Violetta Massoussi et de Fabrice Amvama. Du programme APAI CRVS pour partager l'expérience du Burkina Faso en matière d'enregistrement à l'état civil et de production des statistiques vitales. Il faut dire qu'au niveau du Burkina Faso, nous avons déjà procéder à une évaluation de notre système et nous avons adopté un référentiel national qui est la stratégie nationale de modernisation de l'état civil.
Je vous le disais hier, le rapport publié au Nigeria par Amnesty International et le Centre pour l'environnement, des droits de l'homme et du développement continue de faire polémique. Dans ce document de 38 pages, les organisations non gouvernementales qui accusent le géant pétrolier Shell de mentir sur l'étendue de ses activités de dépollution entamées dans le delta du Niger, 15 zones sont particulièrement sous le feu des projecteurs. Et parmi ces 15 sites qui ont été visités entre juillet et septembre de cette année, 13 seraient en réalité encore pollués ou contaminés, contrairement à ce qu'affirme le pétrolier anglo-néerlandais. Et les auteurs de ce rapport ne pointent pas seulement du doigt Shell, mais aussi l'agence nigériane de détection et de réponse aux fuites de pétrole, accusée d'avoir classé plusieurs zones comme étant propres alors qu'elles ne le sont toujours pas. Écoutons à ce sujet Marc Demet d'Amnesty International. Nous avons enquêté les déclarations de Shell concernant leur réponse à la marée noire dans le delta du Niger, en se concentrant sur 4 zones de l'Ogoniland et l'état de River au Nigeria. Nous avons vu qu'aux endroits où Shell a dit avoir nettoyé, ce n'était pas le cas. Ces lieux sont toujours fortement contaminés. Si vous y allez aujourd'hui, vous verrez encore du pétrole au sol, dans l'eau, et dans 2 des 4 endroits, vous pouvez encore sentir le pétrole dans l'air qui est très contaminé. Donc, ce que nous disons, c'est que Shell doit nettoyer, mais aussi que le gouvernement nigérian doit tenir Shell pour responsable. Shell est l'une des entreprises les plus riches et les plus puissantes du monde. Mais l'agence régulatoire nigérienne en charge d'assurer qu'ils obéissent à la loi vis-à-vis de cette marée noire manque de moyens et de personnel. C'est David et Goliath. Le gouvernement nigérian doit aussi faire beaucoup plus afin de donner à cette agence, la Nostra, plus de fonds et l'expertise nécessaires pour que Shell puisse réellement répondre de ses actes. Si vous imaginez, ces gazoducs et ces puits traversent les communautés, traversent les champs et les ruisseaux où les gens vivent. Nous parlons ici de gens qui dépendent de la terre et de l'eau pour survivre. Ce sont des pêcheurs et des fermiers. Donc, ce pétrole, qui en se répandant à contaminer les champs et l'eau, a des conséquences directes sur leur capacité à se nourrir et est à risque pour leur santé parce que l'eau qu'ils boivent est dans certains cas contaminée. Le poisson, s'ils arrivent à en pêcher, est contaminé. Et leurs fermes sont contaminées, donc leurs plantations sont aussi touchées. Ce rapport s'intitule « Nettoyer », parce que c'est notre recommandation principale. Shell doit nettoyer ces lieux que nous avons détaillés, mais à bien plus grande échelle, il doit nettoyer la marée noire causée par ces gazoducs et puis à travers tout l'Ogoniland et ensuite dans tout le delta du Niger. C'est inadmissible que cette pollution soit encore là après tant d'années, si ce n'est tant de décennies. Désormais, le gouvernement a réagi et a dit qu'il suivrait les recommandations du rapport Nettoiera l'Ogoniland, mais nous devons encore attendre de voir comment cela va se dérouler. Dans le sud-ouest du continent, l'annonce a été faite hier de nouvelles arrestations d'opposants. C'était samedi dernier à Lobito. 18 jeunes activistes angolais ont été arrêtés dans la capitale de la province du Benguela alors qu'ils participaient à une manifestation de soutien aux 15 opposants qui étaient déjà incarcérés depuis juin à Luanda. Opposants accusés de rébellion et de tentative de destitution du président Dos Santos au pouvoir, vous le savez, depuis 1979. Parmi ces premières personnes qui avaient été arrêtées, il y avait notamment le rappeur Luati Beirao, dont les 36 jours de grève de la faim qui se sont interrompus fin octobre avaient été très médiatisés. 2 autres rappeurs engagés et très connus également en Angola figurent aussi parmi les 18 personnes nouvellement arrêtées samedi dernier. Il s'agit de Sigilo Subobarno et de Avisto Bota. Pour le procureur général de la province de Benguela, ces personnes arrêtées samedi sont accusées d'avoir troublé l'ordre public. Leur avocat, qui n'a pas encore pu rencontrer les prisonniers, estime que les jeunes gens devraient être maintenus en détention au moins jusqu'à leur procès. Un procès qui pourrait se dérouler ce jeudi ou vendredi. L'Afrique représentée à l'Assemblée nationale française. Hier, le président du Parlement panafricain, Roger Nkodo-Dang, a pris la parole dans le fameux hémicycle sur le thème de l'électrification en Afrique. À un mois de la conférence sur le climat, la COP21, qui aura lieu dans la capitale française, Paris, Roger Nkodo-Dang a appelé hier l'ensemble des députés français à soutenir le projet d'électrification de l'Afrique, un projet porté par l'ancien ministre français Jean-Louis Borloo. Alors qu'un an après son lancement, ce projet tarde toujours à se concrétiser, faute de financement. Le discours hier du président du Parlement panafricain a semblé plus que convaincre l'assistance. En effet, de nombreux députés se sont levés pour applaudir chaleureusement M. Nkodo-Dang.
Et après avoir souligné les liens entre l'Afrique et la France, le moment crucial traversé par l'Afrique et le rôle clé de la France dans la COP21, M. Nkodo Dang a lancé aussi un appel au droit à la lumière et à l'énergie pour les Africains. Écoutez-le. La jeunesse d'Afrique aussi entre espoir et révolte. 75% des Africains, soit 650 millions d'Africaines et d'Africains, n'ont pas accès à ce droit fondamental qu'est la lumière et l'électricité. Le droit à la lumière et à l'électricité pour tous est le nouveau droit de l'homme, un droit universel. L'Afrique à 100% électrifiée connaîtra une croissance à 2 chiffres. Une croissance soutenue et endogène pendant 20 ans. Oui, cette croissance est le relais évident de votre croissance, de la croissance européenne, car un continent qui commence à s'équiper, qui voit se développer des classes moyennes et qui de plus connaît un passage de 1 à 2 milliards d'habitants en 30 ans, c'est un dividende démographique qui permettra une croissance de proximité, notamment européenne et particulièrement française. Grâce à un tel accord, l'Afrique pourra passer de 25% à 100% d'électricité en 10 ans. Et au vu des projets existants, on sait qu'une grande partie du chemin peut être déjà fait en 3 ou 4 ans. C'est un projet aux efforts modestes et aux effets considérables. Ce n'est pas le plus grand de son sport en taille, mais c'est certainement l'un des plus grands en renommée. Le basketteur international français Tony Parker vient d'annoncer hier qu'il arrêterait de jouer avec les Bleus, et ce, juste après les tout prochains Jeux Olympiques de Rio en 2016. Celui que l'on surnomme Tipeee entame sa 15e saison aux États-Unis en NBA. Il s'est exprimé hier depuis New York City. On l'écoute. Je veux m'arrêter après les Jeux Olympiques au Brésil. Il y a 2 ou 3 ans, j'ai dit que ce serait ma dernière compétition, que Rio serait la dernière fois où je jouerais pour la France. J'espère que l'on va se qualifier, que l'on fera un beau parcours et cela aura été 15 belles années avec l'équipe nationale. D'être comparé au trio des Celtics avec Bird ou celui des Lakers de Magic, c'est, je ne sais pas, en grandissant en France, je n'ai jamais pensé que j'accomplirais un truc comme ça. C'est vraiment incroyable et j'ai beaucoup de chance d'être avec des mecs comme ça, surtout dans le sport professionnel où il est très rare de passer 12, 13, 14 ans avec les mêmes coéquipiers, le même coach. Je suis bénie, cela fait 15 ans, comme vous dites, et je me sens encore en pleine forme et nous avons une nouvelle chance de remporter le championnat cette année. Il y a 4 ou 5 équipes qui peuvent gagner le titre et je crois que nous faisons partie, même si cela va demander beaucoup de travail. En sport, rien n'est garanti. Il faut donc se lancer dans cette saison et jouer le meilleur basketball possible quand les play-offs arriveront. Michelle Obama en visite aux soldats américains au Qatar. La première dame des États-Unis est arrivée hier mardi sur la base aérienne d'Al Udeid, près de la capitale Doha. Madame Obama est venue soutenir le travail et aussi le moral de ces 10 000 militaires américains stationnés dans cette base, qu'ils utilisent d'ailleurs pour mener leurs frappes contre les djihadistes de l'État islamique à la fois en Syrie et en Irak. Avant de visiter la base militaire d'Al Udeid, Michelle Obama avait rencontré l'émir du Qatar, le cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Madame Obama se trouvant à Doha depuis lundi, surtout dans le cadre de sa promotion de l'accès des filles à l'éducation. La première dame américaine effectue une tournée de 7 jours au Moyen-Orient. Ce mercredi, elle doit notamment participer, toujours à Doha, à un sommet mondial sur l'innovation dans l'éducation avant de se rendre en Jordanie. Hier, sur la base militaire d'Al Udeid, Madame Obama a tenu à encourager les soldats de son pays qui luttent contre le au Moyen-Orient. Une mission très particulière aussi pour le porte-parole de l'US Air Force. Écoutez-les. Je vous suis également reconnaissant de ce que vous faites. Je sais que des installations telles que celle-ci sont absolument critiques pour la sécurité nationale parce que vous soutenez tous l'une des missions les plus importantes que nous avons. Dans notre pays, même un seul vétéran sans abri est un scandale. Et en seulement 4 ans, des entreprises tout autour des États-Unis ont embauché ou formé plus de 850 000 vétérans et femmes de militaires. Parce que ce qu'ils sont en train d'apprendre et ce que nous sommes en train d'essayer de montrer au monde est qu'il s'agit de certaines des personnes les mieux entraînées que nous ayons dans notre pays.
Nous allons continuer de travailler pour nous assurer que vous et vos familles ayez les emplois que vous méritez, que les protections sociales que vous avez gagnées sont en train de vous attendre et que vous recevrez le soutien que cette nation vous doit. Et il ne s'agit pas seulement d'une promesse en tant que première dame, il s'agit d'une promesse pour le reste de ma vie. Les Qataris ont été géniaux avec nous et nous ont aidés à travailler ensemble dans notre alliance pour combattre les extrémistes. Pour l'instant, je suis très impressionnée par cette base. J'ai été déployée à plusieurs reprises, mais c'est cette base la meilleure dans laquelle j'ai été déplacée jusqu'ici. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du mercredi 4 novembre 2015. Merci à vous de l'avoir suivi et rendez-vous demain jeudi pour votre prochain point sur l'actualité. D'ici là, passez une très bonne journée. À demain.